Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, cinéphonie, comme ça arrive de temps en temps, sera plutôt téléphonie, c'est-à-dire la musique de la télévision, de ses séries ou de ses émissions. À vrai dire, sur le plan technique, il n'y a pas une grande différence entre un téléfilm et sa musique et un film de long métrage. Il n'y a pas de différence non plus sur beaucoup d'autres aspects, ne serait-ce que les compositeurs qui sont sollicités pour la télévision sont presque toujours ceux qui sont aussi connus dans le cinéma et vice-versa, et parfois même ceux qu'on n'attend pas forcément à la télévision. Alors, pour ceux qui sont fidèles de cette émission, on était arrivé à l'année 1980. Pour les autres, c'est pas très grave parce que nous commençons en 1981. On a l'impression que c'est une renaissance, pour pas dire une naissance tout court, de ce qu'est la radio et la télévision en France. Ça fait 40 ans, c'est beaucoup, pas beaucoup, tout dépend de l'âge qu'on a, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire de la radio et de la télévision, ça fait pas si longtemps que ça. En 1981, vous le saurez peut-être, François Mitterrand est élu président de la République, donc le premier président socialiste de la Ve République, pour d'ailleurs 14 ans, 2 mandats de 7 ans à l'époque, mais on ne sait pas encore. Et selon ses promesses électorales, qui vont être tenues, ça arrive quelquefois, il supprime le monopole de l'État français pour la radio et la télévision. Alors, faisons un petit état des lieux de ce qu'est la radio et la télévision en 1981. Avec le recul du temps, on pourra ironiser sur les débuts des radios libres qui vont donc être autorisées, enfin très bricolées. Je peux vous en parler parce que j'ai été de quelques émissions à Radio Mirabel, Rocking Chair et quelques autres émissions de ces années-là, aimant déjà ce média, comme vous le savez, puis travaillant aussi pour Radio France Nancy de l'époque, un peu plus officiel. Mais c'est comme ça que ça a permis aussi ce que nous faisons aujourd'hui, tout simplement. Il faut savoir que le choc sociétal est grand d'avoir ces radios dites libres. Alors on verra que la liberté elle est limitée au porte-monnaie, mais enfin ça c'est un autre problème. La radio demeure en 1981 un moyen de diffusion abordable, pour pas dire universel, qui a une grande portée, même si on pensait que ça durerait peut-être pas comme ça tout le temps, et le temps a démenti l'importance évidemment de la radio qui reste aujourd'hui, je crois, plus que fondamentale, et qui a su s'adresser aux plus jeunes, aux plus âgés, enfin à tout le monde. Et donc, la radio, prisée du public à cette époque, et des jeunes particulièrement. Alors, les jeunes de l'époque, ils n'écoutent pas la radio d'État français, parce que la France est toujours un pays formidable sur le plan de ses contradictions assumées. Il y a donc un monopole d'État des radios qui sont encore connues aujourd'hui, France Culture, France Musique, France Inter, et les radios locales, donc régionales, mais qui sont des radios d'État à 100%. Mais pas à une contradiction près, elle tolère en fait depuis longtemps les radios dites périphériques, car en émettant sur les grandes ondes, en dehors du sol français, certaines créées d'ailleurs avant la guerre ou dans les années 50, un peu sur mesure, eh bien ces radios-là vont un peu contourner le monopole, à savoir, pour la petite histoire, que presque toutes ont des capitaux de l'État français. Donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors François Mitterrand et son gouvernement libèrent tout cela. Un petit rappel des radios dites périphériques de l'époque pour vous montrer la subtilité des choses. Eh bien il y a bien sûr Radio-Télé Luxembourg qui deviendra RTL en 1966 mais qui date de 1933. C'est la radio, alors d'État entre guillemets, du Grand-Duché du Luxembourg. Il y a Europe numéro 1, fondée en 1955, qui émet de la SAR. La SAR, à l'époque-là, est un État indépendant qui avait été voulu par la France après la guerre, pensant qu'elle resterait dans le giron français, mais un référendum de 1956 l'a rattachée à l'Allemagne. Mais pour l'heure, Europe 1 est fondé par des capitaux étrangers. Radio Monte-Carlo à Monaco, principauté indépendante, même si financièrement ça fonctionne plutôt avec l'argent français, mais c'est comme cela. Créé en 1943 pendant l'occupation allemande d'ailleurs, RMC, Radio Monte-Carlo, donc RMC en abrégé en 2002, mais qui est bien connu évidemment et pour la télévision aussi. Et puis enfin Sud Radio qui émet dans la principauté d'Andorre. Alors ça, la principauté d'Andorre, c'est encore quelque chose
chose fiscalement parlant de très curieux, puisque le président de la République est prince d'Andorre, coprince d'Andorre de fait. Donc c'est une radio qui a été fondée en 1958 sous le nom de Andorre Radio et qui est devenue Sud Radio en 1966, en quittant d'ailleurs l'émetteur d'Andorre en 1981 pour émettre vers Toulouse ou dans d'autres endroits de France. La plupart d'ailleurs pouvant émettre depuis Paris, en tout cas leurs bureaux, leurs émissions, et transférer sur les grandes ondes qui étaient effectivement depuis l'étranger. Alors après 1981, les radios auront une longueur d'avance, souvent et très vite, des centaines de radios locales vont se regrouper en réseau et fonctionneront selon des règles techniques et économiques assez contraignantes. Il faut quand même le dire. Alors, RCF, au niveau national, a été créé officiellement en 1986, après quelques années depuis 82, donc on en revient toujours aux mêmes dates, où c'était possible que quelques radios locales chrétiennes vont se regrouper, une soixantaine, pour créer le réseau RCF que nous connaissons aujourd'hui. Et je peux donc affirmer que la fin du monopole me permet de vous parler très librement aujourd'hui, n'est-ce pas, mon technicien et ami Nicolas Imro, que je salue. RCF Lorraine-Nancy sera donc fondée en 1987 sous le nom de Radio Jéricho. Alors, on va reparler de quelques mots pour la télévision, mais justement, pour la télévision, eh bien, la vie, je dirais, continue plus ou moins. En 1981, 49 nouvelles séries en France sont proposées sur les 3 seules chaînes qu'il y a à l'époque de diffusion. Je parle bien de 1981. C'est dans la fourchette des 10 dernières années. 19 séries françaises, 13 séries américaines qui ne sont donc pas majoritaires, 4 séries britanniques, 4 séries allemandes et quelques-unes pour des autres pays. Plongeons-nous dans la Nouvelle Malle des Indes, un des feuilletons qui a beaucoup été connu à l'époque. Sa musique est de Gérard Calvi, dont on a déjà parlé pas mal sur cette radio. C'est lui qui a habillé en tout cas France Info pendant 20 ans avant aujourd'hui Jean-Michel Jarre. Pour vous dire que là, on n'est pas encore totalement libéré, si l'on peut dire. Un feuilleton exotique, ça se passe en 1829. 2 amis tentent de battre le record de vitesse pour rejoindre Londres et Bombay en Inde, couleur locale. Le réalisateur Christian Jacques, 77 ans, a commencé sa carrière au dernier temps du muet, pour vous dire, et c'est pas la dernière chose qu'il va réaliser, cet épisode, donc avec une musique assez exotico, un peu façon, pour dire qu'on est un peu dans les Indes, effectivement. Roger Carrel, Patrick Préjean, beaucoup d'acteurs français. Cette même année 81, parmi les nouvelles séries françaises, il y a Pause Café. Alors, s'il y a bien une série qui n'a eu que 6 épisodes, il y a eu 2 autres séries après, mais cette année-là, 6 épisodes, c'est pas beaucoup quand on voit qu'aujourd'hui des émissions quotidiennes ou presque hebdomadaires. C'est Joël Mazar, Véronique Jeannot, affectée dans un lycée de la banlieue parisienne, c'est pas cliché du tout, comme assistante sociale. Ça a été produit avant le socialisme officiel, mais enfin, on sent qu'il y a une petite évolution. D'ailleurs, dès l'année suivante, ce sera la 2e série Joël Mazar, va prendre des galons, et un peu plus tard, Pause Café, Pause Tendresse, à chaque fois 6 ou 7 épisodes, c'est pas énorme. Alors la musique, elle est signée de Francis Lay. Francis Lay, celui qui a fait pratiquement tout Claude Lelouch, et qui a fait Love Story, qui est internationalement très très célèbre, et qui va donc travailler quelquefois pour la télévision. Voici la chanson du générique de Pause Café, qui est parmi ces nouvelle série, celle qui est restée sans doute le plus emblématique et encore de temps en temps diffusée, vendue en DVD. Quand je me noie dans ma pause café,
quand mon ange gardien boit la tasse, quand j'ai plus envie d'être une fée, quand tous les cas sont des casse-têtes et que je peux pas laisser tomber. Tu penses que je t'oublie peut-être, et même tu te crois abandonné. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Pour une fois, on regrettera que la radio n'ait pas d'image. Alors voilà, pause café. Je suis sûr que ceux de mon âge ou ceux de ma génération, ou même peut-être plus jeunes, ont ça dans la tête avec cette petite musique entêtante. La même année, et si je vous en parle, c'est parce que c'est un dessin animé japonais qui, comme selon la tradition et encore pendant très longtemps, aura un générique spécialement créé pour la France. Il s'agit de Capitaine Flamme. Alors ça, c'est quand même encore connu. Et c'est Jean-Jacques Debout les gars, qui s'y met, le mari de Chantal Goya, chanteur à ses débuts, mais aussi auteur, compositeur de spectacles pour enfants qu'on connaît bien, et qui a signé beaucoup de bandes originales pour la télévision, et notamment des dessins animés étrangers, japonais majoritairement. Créé en 1978, 52 épisodes, c'est jamais trop long, hein, les séries japonaises, elles se renouvellent beaucoup. Diffusé au Japon dès 1978 et en France à partir de 1981. Et ben voilà, Capitaine Flamme. Alors, une émission qui n'est pas une série, mais qui a fait aussi beaucoup parler d'elle à cette époque, en 1981. Un petit jeune qui s'appelle Michel Drucker. Il a 39 ans cette année. Il est à la télévision depuis 1964. Donc un grand habitué du petit écran, puisqu'il y est encore aux dernières nouvelles. Et une émission qui s'est appelée Star. Star tout court. Ça ne durera qu'une saison. Après quoi, il va passer rivalité, je dirais, oblige à Antenne 2, et ça sera Champs-Élysées pour 8 ans, avant de revenir à TF1, donc avec Star 90, qui a duré un petit peu plus longtemps. Mais c'est le premier Star que je vous propose. Jean-Claude Petit, compositeur surtout connu de la télévision et du cinéma, un petit peu de la chanson. Jean-Pierre Bourter, qui lui est plus habitué de la chanson. Il a signé au moins 40 chansons pour Claude François. C'est quand même lui qui est l'auteur des dernières, Magnolia Forever, Alexandrie, Alexandra. Un peu de film, un peu de télé, les deux ensemble, qui signeront d'ailleurs les génériques suivants des émissions de Michel Drucker pendant encore quelques années. Allez, un petit peu de Star, version 81, je précise bien. Ah, on sent les grands shows à l'américaine, enfin, au moins pour la musique. Bon, et ça n'a pas pris une ride du tout. Si, Michel Drucker un petit peu, mais voilà, c'est des génériques, la télé qui flamboie, qui sort un petit peu, je dirais, de son petit carcan dit austère, encore que c'est une image, à mon avis, erronée, de ce qu'était donc l'ex-ORTF et ce qui en a été la suite pendant encore quelques années, tant que c'était le monopole. Cette année-là, mais je vous épargne leur générique, Dicky Roy avec Dave, la musique est de Marie-Paul Bell, peu de séries françaises marquantes parmi les 19 que j'ai donc identifié de cette année. Il faut savoir que côté étranger, aux États-Unis, commence Kanye et Lacé pour 126 épisodes, Dynasty pour 220 épisodes, Hill Street Blues pour 146 épisodes, Simon et Simon pour 157 épisodes, séries qui viendront de plus en plus tôt à la télévision française et s'installer pour un bon moment.
c'est là qu'on voit que la concurrence est quand même un petit peu difficile. En 1982, ce sera Vladimir Cosma qui monopolisera quelques-unes des séries peut-être les plus connues, celles qui sont durablement les plus connues. En 1982, il y a donc Les Roses de Dublin pour 6 épisodes. Alors c'est de longs épisodes, hein. Les Français font 1 heure ou 1h30. Vladimir Cosma, toujours aux manettes de la musique de film aujourd'hui, né en Roumanie mais installé en France, va nous parler d'une petite histoire d'amour. Un photographe français part travailler en Irlande, il rencontre quelques petits problèmes existentiels, on apprend qu'il est le père d'un enfant là-bas de 10 ans, alors sentimentalo, pleurnichamento, dramatique un petit peu, mais traité avec parfois un peu de légèreté. Donc écoutons Les Roses de Dublin. Ça fait pas irlandais du tout, c'est de la flûte irlandaise, il y a même de la guimbarde et d'autres instruments. Écoutons une balade en Irlande, ça a été tourné là-bas, des Roses de Dublin à la télévision française en 82. Alors Cosma a fait au moins 1 heure de musique pour ce beau feuilleton, qui est assez coté d'ailleurs par les critiques. La même année, L'Adieu aux As, c'est le 4e feuilleton, si je puis dire, sur l'histoire de l'aviation qui commence pratiquement en 1900 et avec beaucoup de moyens, feuilleton français en 4 parties, avec chaque fois une musique de générique différente. Ça s'appelle Les Faucheurs de Marguerite, Michel Magne, Le Temps des As, puis La Conquête du Ciel. Et c'est le dernier avatar, si je puis dire, de cette série, mais qui va donc s'arrêter en 1939. La musique est aussi de Vladimir Cosma. Il endosse un autre style. On sent les grandes envolées, mais il y avait de vraies reconstitutions des avions d'époque et dessous. C'est une série vraiment très très intéressante. Et puis parmi les émissions qui ont aussi été emblématiques, qui vont durer quand même 5 ans, l'Académie des 9. Écoutez sa musique. Alors, il y a du vide parce que c'est Jean-Pierre Foucault qui, chaque fois, présente le nom des invités, 3 par 3, un carré, donc avec 9 têtes, si je puis dire. Alors, émission qui a été reprise pour 1 an avec Benjamin Castaldi en 2015, mais ça n'a pas marché. Il faut garder les émissions de cette époque avec des invités parfois très très prestigieux. Son auteur, c'est Gabriel Yared, né au Liban en 1949, très belle carrière cinématographique et un peu dans la chanson aussi, avec Johnny Hallyday, Françoise Hardy et beaucoup de télévision et notamment beaucoup de jingles ou d'habillage. Il était très fort pour ses petites notes comme ça, il travaillait avec Moki aussi. Alors, Gabriel Yared, c'est L'Amant, Le Patient anglais, 37.2 le matin, Tati Daniel, Le talentueux Monsieur Ripley, Retour à Cold Mountain, enfin bref, il fait encore des films actuellement. Voilà donc un petit aperçu de l'année 82. Il y a aussi cette année-là quelques feuilletons oubliés comme Madame SOS ou Marco Polo, qui est un feuilleton italien avec une très belle musique d'Ennio Morricone, fait spécialement pour la télévision. Et puis aux États-Unis, la concurrence est encore rude, c'est K2000 qui démarre, c'est Fame, c'est Matt Houston, et puis du Japon, XOR. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Mais il y a quand même des productions françaises qui, contre vents à marée, continuent. Alors,
En 83, 38 nouvelles séries. En 84, 60. Le nombre va augmenter ensuite très régulièrement parce qu'il y aura de nouvelles chaînes aussi qui vont arriver pour arriver à peu près à 130 nouvelles séries actuellement par an qui arrivent en France. Elles ne sont pas toutes françaises, évidemment, mais voilà. Et Cosma est toujours la superstar de la TV. En 1983, on plonge dans le Moyen-Âge, au XIIIe siècle, avec la Chambre des Dames. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux mêlés. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Roman pseudo-historique de Jeanne Bourrin qui en a vendu beaucoup. Musique qui n'a rien à voir avec le XIIIe siècle, mais peut-être que c'est bien comme cela. Cette musique intemporelle chantée par Annick Thomazeau. Eh bien, on prend les mêmes ou on recommence pour tout à fait autre chose. Eh bien, encore Vladimir Cosma pour Billets doux. C'est un feuilleton un peu plus plan-plan. Pierre Mondy et quelques autres vétérans, pas encore vétérans à l'époque, un tombadin du petit quotidien gentillet des années 80. Billets doux, une musique encore une fois de Vladimir Cosma. Voilà, c'est un peu vieilli parce que ça commence à être beaucoup de synthétiseurs et finalement ça coûte moins cher. Vous voulez encore du Cosma ? Il y a L'Homme de Suez, alors un remarquable feuilleton par Christian Jacques. Je vous avais dit qu'il n'était pas mort et effectivement à 80 ans il signe ce feuilleton L'Homme de Suez. C'est la vie de Ferdinand de Lesseps qui va construire le canal de Suez. Extraordinaire reconstitution. Là il y avait des moyens. 1859 donc 1869 pour la construction de ce canal de Suez. Un Guy Marchand au mieux de sa forme. Et quelques acteurs, il y a même Armand Mestral en Napoléon III et Sophie Renoir. Alors, le générique, eh bien, c'est Vladimir Cosma, ça fait un peu couleur locale. Ah, ça fait pas cliché du tout, ça se passe en Égypte au 19e siècle, alors on fait un peu oriental. Ceci étant, Vladimir Cosma, qui était roumain d'origine, connaît bien cette musique de l'intérieur. Oh, il y a des choses étonnantes dans cette musique, il y a aussi la marche officielle de Napoléon III, enfin il y a des musiques de tous bords. Un feuilleton qu'on peut revoir sur DVD, je vous le conseille. Et pour terminer, un petit clin d'œil d'une émission qui va durer 16 ans, c'est long pour une émission politique, ça s'appelle 7 sur 7. Son générique est assez mythique. Il est signé d'un compositeur pas trop connu par ailleurs dans le monde de la télé, c'est Gérard Gézina, plutôt un technicien, disons, arrangeur, un petit peu dans la variété. Et donc 7 sur 7 avec Jean-Louis Burga au départ, Éric Gilbert, et ensuite Jean Lanzy et surtout Anne Sinclair à partir de 1984 jusqu'à la fin. Et 7 sur 7, eh bien c'est ça. Et à bientôt.